Bonjour, bonsoir. On va commencer un nouveau cours de l'anatomie pathologique, notre avant-dernier cours, qui va s'intéresser aux pathologies de l'intestin grêle surtout. Et donc les pathologies de l'intestin grêle, donc nous allons voir les entérocolites, notamment la maladie de Crohn, le RCL, la rectocolite hémorragique et les étiologies aiguës, surtout infectieuses. Et nous allons voir les tumeurs colorectales, qui concernent le côlon, dans notre dernier cours. Et donc voilà, bien sûr, il y a aussi les pathologies rares, notamment un cancer de l'intestin, mais ce dernier est très rare et du coup il ne fera pas sujet de notre étude aujourd'hui. Et donc les pathologies de l'intestin, les entérocolites, on distingue les formes aiguës, donc entérocolite, des gastro-entérites, soit toxi-infection, soit diarrhée sécrétoire, hydroélectrolytique, soit entéro-invasive, etc. Les étiologies, il y en a plusieurs. Les formes chroniques, surtout dues à la tuberculose, et les MICI, notamment les maladies chroniques inflammatoires de l'intestin, ou bien idiopathiques. Et dans notre prochain cours, nous allons voir les tumeurs colorectales, pour finir notre chapitre de l'anatomie pathologique spéciale dans le cadre de la médecine générale. Donc voici une petite image qui montre un granulome inflammatoire au niveau de l'intestin. Et donc ce granulome inflammatoire, il y a plusieurs étiologies. Et donc aujourd'hui, au fur et à mesure de notre cours, nous allons voir les différentes lésions les plus typiques afin de savoir reconnaître quelle pathologie, parce que beaucoup d'atteintes, leur confirmation est surtout histologique. Et c'est ce qui nous montre l'apport et l'utilité de l'anatomie pathologique dans ces études. Parce que bien sûr, on va voir que à la clinique, toutes ces atteintes se ressemblent en quelque sorte. Donc un petit rappel de l'intestin. Donc l'histologie de l'intestin, c'était constitué de crypte et de villosité surtout, avec l'axe vasculaire, et puis un épithélium glandulaire, donc voilà, qui sécrète plusieurs enzymes et qui absorbe les nutriments. Donc voilà. Donc voilà, ce sont des cellules contenant des sécrétions euh, voilà, cylindriques et avec l'axe vasculaire, donc ce corion, et qui est très vascularisé, donc il y a une surface très longue et qui permet une absorption tout le long du tube digestif, de l'intestin grêle surtout. Voilà, donc nous avons différents aspects. Plus on se rapproche du côlon, plus l'aspect il change petit à petit, et on va voir les plaques de Peyer qui deviennent de plus en plus importantes, etc. Ce qui est un tissu lymphoïde. Et donc les entérocolites aiguës, ce sont les symptômes liés à une atteinte de l'intestin durant moins de 6 semaines sans antécédent de maladie de Mickey. Pourquoi? Parce qu'une entérocolite aiguë, elle peut être une poussée aiguë d'une maladie chronique. C'est possible. Et donc les étiologies, il y en a plusieurs. Donc les étiologies, notamment les gastro-entérites infectieuses, médicamenteuses, euh, voilà, donc les infectieuses bactériennes, Shigella, etc. Toutes les entérobactéries, virales, surtout chez les enfants, les jeunes enfants, rotavirus, etc. Parasitaires, Entomibia histolytica, mycosiques, et il y en a quelques-uns, surtout dans le cadre de l'immunodépression. Ensuite, les autres étiologies médicamenteuses. Après une prise d'antibiotiques, ça peut entraîner un dérèglement de la flore commensale. Et c'est ce qui peut donner une douleur d'une gastroentérite modérée qui passe. Et voilà. Ischémique, donc dans le cadre d'un infarctus mésentérique, qui peut donner une entérocolite aiguë. Ou bien la première poussée de Mickey. Et donc voilà. Donc le diagnostic, il est surtout clinique, donc fait de douleurs, de diarrhée, etc. Donc la symptomatologie varie surtout en fonction de l'étiologie. Si c'est une diarrhée entéro-invasive, elle va être accompagnée de glaires, de sang, etc. Sinon, si elle est sécrétoire, c'est voilà, hydroélectrolytique. On peut aussi, donc l'histoire clinique, donc notion de repas suspect, hygiène de vie, mauvaise hygiène. Et le diagnostic se fait surtout par coproculture ou bien coproculture et l'examen parasitologique des selles. Si on suspecte un parasite. Voilà. Passons ensuite aux entérocolites chroniques qui est très important.
La première étiologie, c'est surtout la tuberculose intestinale. La tuberculose intestinale, dont la topographie la plus typique, c'est une atteinte de l'ilion terminal et du cécum. Et c'est pour cela que la tuberculose intestinale est un grand diagnostic différentiel de la maladie de Crohn. Parce que ces deux pathologies donnent des lésions à ce niveau-là, sur cette région. Mais on va voir certaines caractéristiques qui nous permettent de reconnaître qu'il s'agit d'une atteinte tuberculeuse. Donc à la macroscopie, il y a deux grandes formes, hypertrophique et ulcérée. Et donc aspect hypertrophique ulcéré, surtout circonférentiel. Donc hypertrophique, pseudotumoral, iliocécal, qui donne un aspect de la masse de la fosse iliaque droite, paroi épaissie, muqueuse hypertrophique et des ulcérations étroites, donc qui peut donner un aspect ulcéré associé. Et donc lésions multiples, surtout des lésions annulaires, circonférentielles et qui sont courtes. Elles ne sont pas longues. Ça aussi, c'est une caractéristique qui va nous permettre de faire la différence entre l'atteinte tuberculeuse et l'atteinte Crohn, la maladie de Crohn. À la microscopie, c'est une inflammation panpariétale, comme la maladie de Crohn, et qui peut être associée à une sclérolipomatose et un granulome, bien sûr que vous le connaissez tous, épithélio-gigantocellulaire, avec plus ou moins de la nécrose caséeuse. Si on est capable de mettre en évidence la nécrose caséeuse, le diagnostic est posé. Mais parfois, le diagnostic différentiel, il reste très difficile à mettre en évidence, parce que sans cette nécrose caséeuse, toutes ces lésions, on peut les trouver au niveau de la maladie de Crohn. Et donc le diagnostic, donc voilà la microscopie, le granulome gigantocellulaire inflammatoire avec de la nécrose caséeuse au centre. Voilà. Et donc le diagnostic différentiel majeur, c'est la maladie de Crohn. Mais il y a aussi d'autres atteintes, la yersignose, etc. On passe ensuite au MICI, donc les maladies inflammatoires chroniques idiopathiques. Et en général, on distingue deux grands types, deux grands groupes, la maladie de Crohn et la rectocolite ulcéro-hémorragique. Donc la rectocolite hémorragique, donc RCH. Nous allons voir les caractéristiques de chacune d'entre elles et comment faire la différence entre les deux. Donc les points communs, ce sont des maladies inflammatoires chroniques évoluant en poussée et rémission. Donc, poussée et rémission, c'est pour cela qu'on a dit l'entérocolite aiguë, c'est en dehors de n'importe quelle maladie chronique déjà connue. Donc la cause, elle est inconnue vu que ce sont des pathologies multifactorielles qu'on peut incriminer les facteurs environnementaux, l'industrialisation, le régime occidental, etc. On peut aussi avoir des manifestations inflammatoires extradigestives et qui peuvent nous orienter. C'est dans le cadre de la maladie auto-immune, comme par exemple la dermatite herpétiforme, si je me rappelle. Herpétiforme, le vitiligo, la maladie cœliaque. Donc il faut chercher toutes ces lésions. On peut avoir aussi d'autres, notamment au niveau de l'œil, l'épisclérite, l'uvéite, la bouche, stomatite, aphte. Le foie, si c'est une RCH, on peut avoir la CSP, la cholangite sclérosante primitive, le rein, l'élithiase, fistule, la peau, l'érythème noueux, pyoderma gangrénosum, etc. Spondyloarthrite ankylosante, arthrite périphérique, au niveau des vaisseaux, des phlébites. Donc les manifestations systémiques, elles sont multiples et qui peuvent associer les maladies inflammatoires. Donc ce sont des manifestations inflammatoires, etc. Voilà. Concernant la maladie de Crohn, c'est une inflammation granulomateuse panpariétale. Ça veut dire qu'elle touche la muqueuse, sous-muqueuse, musculeuse et la séreuse ou adventice. Et qui peut toucher tout le tube digestif, de la bouche jusqu'à l'anus. Et ces lésions sont segmentaires. Ça veut dire qu'il y a des intervalles de muqueuse saine. Ça aussi, c'est une caractéristique majeure pour faire la différence entre la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Donc tout le tube digestif segmentaire et qui est surtout au niveau de la région iliocécale. C'est pour cela que c'est un diagnostic différentiel majeur entre la tuberculose. Mais il y a aussi la yersignose, etc. Ça peut toucher l'intestin, le côlon, ça peut toucher la bouche, l'œsophage, etc. Donc inflammation granulomateuse. Alors qu'au niveau de RCH, il n'y a pas de granulome. On va voir qu'il y a une autre infiltration. Voilà. La RCH, elle touche seulement la muqueuse, elle est superficielle.
Elle peut toucher un peu de sous-muqueuse. On peut tolérer un peu de sous-muqueuse. Mais c'est surtout la muqueuse. Et les continues, ce sont des lésions continues, sans intervalle de muqueuse saine. Et elle est limitée au côlon. Elle ne dépasse pas le côlon. On peut avoir une iléite de reflux. Parce que, rappelez-vous, il y a ici le frein, la valve iliocécale, et qui peut être altérée ou bien lésée, et ça va donner un reflux. Ça peut irriter l'iléon terminal. Mais ce n'est pas une lésion de l'entérocolite en elle-même. Voilà. Donc les Mickey en général, le diagnostic, il n'est pas facile à poser. C'est pour cela qu'on se base sur un faisceau d'arguments cliniques, notamment l'âge du patient, l'évolution de sa pathologie, l'aspect endoscopique, la biologie et l'imagerie radiologique qui est compatible et finalement l'histologie. Tous ces derniers vont nous orienter vers poser ce diagnostic. Et donc clinico. Donc il est très complexe. Et il faut savoir que dans certains cas, on ne peut pas retenir le diagnostic. Et du coup, la chose dont on se base, c'est le suivi. On va suivre sa maladie. Et s'il fait une poussée qui va manifester d'autres lésions, ce n'est que à ce niveau-là qu'on peut mettre en évidence, qu'on peut poser le diagnostic positif. Par exemple, la maladie de Crohn, on sait très bien qu'elle est fistulisante. Elle peut induire des fistules. Et donc, si on est capable de voir l'apparition de fistules au niveau de l'intestin, au niveau du côlon, l'anus, etc., là, on peut se dire, ah, ça c'est un argument en faveur de la maladie de Crohn. Mais si par exemple on trouve une maladie de Crohn localisée au niveau de l'iléon terminal et qu'on n'est pas capable de mettre en évidence quelque chose d'autre, donc on peut se dire, est-ce que c'est vraiment la tuberculose? Est-ce que c'est la maladie de Crohn? Est-ce que d'abord c'est réellement une maladie de Crohn ou bien une atteinte parasitaire, etc. Donc le diagnostic il reste difficile. Et donc la maladie de Crohn, sa topographie, elle peut siéger de la bouche jusqu'à l'anus. Donc la topographie est très variable. Périanale, colique, grélique, iliocécale. C'est la forme la plus fréquente, c'est l'iliocécale. À la microscopie, comme on a dit, c'est une atteinte panpariétale de la muqueuse jusqu'à l'adventice ou bien la séreuse. Ça dépend. L'œsophage, rappelez-vous, il a une adventice. Le reste, il a une séreuse. Voilà, des ulcérations à l'histologie, une inflammation panpariétale, l'infiltrat lymphoplasmocellulaire, le granulome, la tête granulomateuse. Et donc voilà, on trouve soit les granulomes ou bien dans la paroi ou bien les ganglions mésentériques. Donc on peut avoir ces granulomes. On peut savoir la fibrose scléromateuse, sclérolipomatose, comme la tuberculose. Voilà, très important à reconnaître. Alors qu'ici, regardez, on a deux types de lésions. En bas, c'est la maladie de Crohn, alors qu'en haut, c'est la rectocolite hémorragique. La rectocolite hémorragique, on va le voir, elle donne un aspect pseudo ou bien polypoïde. Voilà. Donc fibrose, sclérolipomatose. Ça donne cet aspect des ulcérations fissuraires. Et ça donne au final un aspect en raie ou bien aspect pavimenteux. Ça, c'est une structure très typique de la maladie de Crohn. L'épaississement panpariétal, c'est une atteinte panpariétale à la macroscopie. Voilà, des ulcérations fissuraires, longitudinales et transversales. Et c'est ce qui nous donne cet aspect pavimenteux, ou bien l'aspect en image en raie. Regardez, pavimenteux, ou bien l'image en raie. Donc c'est la même chose. Donc c'est très important à retenir, à reconnaître aussi. Mais bien sûr, là, une question se pose. Comment on peut voir cet aspect? Bien sûr, c'est à l'endoscopie, mais le problème c'est que même à l'endoscopie, parfois il est très difficile de la trouver. Parce qu'on n'est pas capable d'explorer tout l'intestin grêle, et donc là, ça devient un peu plus délicat. Et donc on va le voir par la suite que c'est aussi un problème de diagnostic positif. On n'est pas vraiment capable de trouver ces lésions. Parce qu'elles sont cachées, le tube digestif il est très long. On ne peut pas facilement l'explorer. La maladie de Crohn, donc voilà, l'image en raie. On peut avoir des ulcérations aftoïdes avec quelques fistules. Donc les fistules sont possibles, des trajets nouveaux. Voilà. Donc pour résumer, la maladie de Crohn à la macroscopie, on peut avoir une sclérolipomatose, des sténoses, des ulcérations longitudinales avec des fissures,
des ulcérations aftoïdes et des fistules. Donc toutes ces lésions sont compatibles avec une maladie de Crohn. Et bien sûr, comme on a dit, même ces lésions, on peut les trouver au niveau de la tuberculose. Il faut faire très attention. Et donc le diagnostic différentiel majeur, c'est la tuberculose. On note aussi la yersignose, la RCH dans certaines formes localisées, ou bien les autres colites parasitaires, etc. Et donc on passe ensuite à la rectocolite hémorragique. La rectocolite hémorragique, les formes les plus fréquentes, c'est une rectite ou bien rectosigmoïdite. Mais ça peut être plus avancé et atteindre jusqu'à le côlon gauche ou bien une poncolite. Et là, on va voir que dans certaines formes, il y a des lésions graves à craindre. Donc à la microscopie, la RCH, comme on a dit, il y a l'aspect polypoïde ou bien pseudopolypoïde. Très important à reconnaître. Avec une désorganisation architecturale. Donc on va voir que l'architecture, elle va être très altérée. Regardez ici, ces ulcérations, encore une fois, des abcès cryptiques, voilà, qui sont ramifiés, des abcès cryptiques qu'on va voir. Et voilà, des abcès cryptiques, c'est ça. Distorsion architecturale. Les cryptes, elles deviennent elles aussi euh, anormales. Regardez en haut la comparaison avec une microscopie normale. Voilà, des abcès cryptiques, donc ça c'est l'abcès. Atrophie, distorsion, cellules caliciformes. Il y a une baisse des cellules caliciformes. L'infiltrat. L'infiltrat, surtout au niveau de la muqueuse, comme on le remarque. Ce n'est pas au niveau de la sous-muqueuse ou bien la musculeuse. Voilà. Donc les autres aspects. Un vaisseau, un abcès au niveau des cryptes. Regardez, l'abcès cryptique. Donc ça c'est très probablement un infiltrat de polynucléaire. Et donc pour résumer, les lésions qu'on peut trouver en histologie, c'est une atteinte seulement de la muqueuse. Dans certaines poussées, on va avoir une légère atteinte de la sous-muqueuse, mais on la tolère, si ce n'est pas profond. On trouve des abrasions, érosions, ulcérations, un infiltrat inflammatoire chronique fait de lymphocytes ou bien plasmocytes. On peut avoir une plasmocytose basale, et si nous avons une plasmocytose basale, à l'inverse d'une atteinte superficielle, ça montre que la rectocolite, elle est chronique. Des micro-abcès cryptiques, une distorsion des cryptes et une baisse des cellules mucosécrétantes. Les cellules elles caliciformes, elles diminuent. Donc toutes ces lésions sont compatibles avec une RCH à retenir parce qu'elles sont très importantes. Et donc pour résumer, la différence entre la maladie de Crohn et la RCH, c'est un ensemble de lésions. Donc ulcération aftoïde, fistule, sténose, ulcération fissuraire, longitudinale, segmentaire, c'est la maladie de Crohn. Continue, atteinte de la muqueuse, ulcération, aspect polypoïde, pseudopolypoïde et tout cela, c'est la RCH. Et donc à l'aspect macroscopique, c'est une muqueuse qui pleure du sang. Regardez, elle est rouge, elle est sanguinolente. Voilà, avec une limite nette. Elle se termine ici, la rectocolite, à l'inverse de la maladie de Crohn. L'aspect pseudopolypoïde, regardez, ou bien carrément polypoïde, ça donne comme des polypes. Alors que ça, c'était la maladie de Crohn, l'aspect pavimentaire à la macroscopie. Et donc la RCH, les diagnostics différentiels, il y en a plusieurs, notamment les colites infectieuses surtout, les micro-abcès et les colites infectieuses. On peut avoir des rectites vénériennes liées aux infections sexuellement transmissibles ou bien la maladie de Crohn dans certaines formes localisées. Et donc pour faire le diagnostic positif, nous avons besoin d'un matériel d'étude. Et donc en général, on utilise beaucoup la biopsie, mais le problème c'est que est-ce que la biopsie est suffisante? On vient de dire que la maladie de Crohn, c'est une atteinte pampariétale. Mais est-ce qu'on peut faire une biopsie de toute la paroi? C'est pas possible. C'était comme le problème de la gastrite hypertrophique. Une microbiopsie n'est pas suffisante. Donc à ce niveau-là, on avait besoin hyperplasique, désolé, on avait besoin d'une macrobiopsie. Mais ici, on ne peut pas faire une macrobiopsie, c'est délicat. Et donc sinon, on peut avoir les pièces opératoires dans le cadre d'une maladie de Crohn qui s'est sténosée. Et donc après chirurgie, pièces opératoires, examen, voilà. On peut mettre en évidence les différentes lésions. Et donc pièces opératoires, 6 complications. Donc voilà, maladie de Crohn qui s'est sténosée, etc. Rectocolite qui s'est perforée. Donc c'est ça les complications les plus fréquentes des Mickey. Donc colectomie pour RCH, exérèse segmentaire pour Crohn. Voilà,
c'est compatible avec les lésions de ces deux dernières. RCH, elle est continue, alors que le Crohn, il est segmentaire. Et donc le rôle de l'anatomie pathologique, c'est de confirmer le diagnostic. Le diagnostic, il devient plus facile au niveau des pièces opératoires et de rechercher une complication, qu'on va voir par la suite, les différentes complications de ces lésions. Alors que la biopsie, le diagnostic est plus difficile, parce que comme on a dit, on a besoin d'une biopsie de toute la paroi. Mais ce n'est pas possible. Et donc c'est pour cette raison que les diagnostics différentiels, il y en a plusieurs. Parce qu'on n'a pas toute l'histologie. Et donc, pour retenir le diagnostic, c'est plusieurs arguments. Plusieurs arguments, que ce soit la clinique, radiologique, biologique, etc. Et donc, macroscopie plus reste de la paroi, ils ne sont pas disponibles. Et donc, on retient le diagnostic sur les renseignements cliniques, endoscopiques, bactériologiques, parasitologiques, les sérologies, etc. Donc, lorsqu'on va faire une coproculture, examen parasitologique des selles, ça va revenir négatif. Ça veut dire que ce n'est pas une colite infectieuse. Donc, biopsie étagée, répertoriée, muqueuse malade et d'aspect sain. Donc, ça aussi, c'est compatible avec la maladie de Crohn. Et voilà. Donc, pour résumer, voici un petit tableau qui nous montre les différentes lésions concernant que ce soit Crohn ou bien RCH. Donc, Crohn, c'est tout le tube digestif. Alors que la RCH, la rectocolite, c'est le côlon seul. Voilà. Tout le tube digestif, le côlon seul. Mais on peut avoir des Crohn qui sont au niveau du côlon seul. Le Crohn, il peut être aussi au niveau du grêle, au niveau du canal anal. Iliocécales, elles peuvent se trouver au niveau des deux. Comme on a dit, parce que la RCH, elle peut avoir une iléite de reflux. La Crohn, elle est segmentaire, alors que la RCH, il est des lésions continues. Voilà. Je vais partir directement au niveau du dernier tableau. Voilà. Donc le canal anal, donc fistule, abcès, complexe, etc. Alors que la RCH, ça ne donne pas vraiment des atteintes au niveau du canal anal. Iliocécale, c'est surtout le Crohn, mais on peut avoir une iléite de reflux, donc donner une atteinte iliocécale. La RCH est continue, le Crohn, il est segmentaire. Ensuite, nous avons les différentes atteintes macroscopiques. Donc le Crohn, il donne surtout une paroi rigide, sclérolipomatose, des sténoses, des fistules, des fissures, des ulcérations longitudinales et aftoïdes, aspect empavémenteux. Donc tous ceux-là sont compatibles avec le Crohn. Alors que les deux derniers, ce sont eux compatibles avec la RCH surtout. Donc c'est ce qu'on va voir ici. Voilà, plus, voilà, voilà. Donc c'est tout. Donc c'est ce qu'on vient de mentionner. La macroscopie est très parlante. Donc à l'aspect macroscopique, elle aussi, elle va nous orienter. Donc l'aspect endoscopique ou bien autre. Ensuite, nous avons l'aspect microscopique. Bien sûr, diagnostic différentiel, Crohn n'est pas RCH. Crohn, c'est pont pariétal. RCH, c'est la muqueuse. Regardez, c'est seulement superficiel. RCH, des ulcérations, des abrasions. Alors que le Crohn, pont pariétal, même les ganglions mésentériques, Kulchi. À la microscopie, donc Crohn, inflammation pont-pariétale, infiltrat lymphocytaire, c'est au niveau presque des deux, mais c'est surtout Crohn. Follicule lymphoïde, Crohn, micro-abcès cryptique, c'est la RCH. Distorsion des cryptes, c'est la RCH surtout. Ulcération fissuraire, c'est Crohn. Perte de mucosécrétion, c'est surtout la RCH. Granulome, c'est Crohn. Ectasie lymphatique sous-muqueuse, c'est la Crohn surtout. Le fibrose du méso, donc sclérolipomatose, c'est le Crohn. Voilà, plus. Je vais partir directement au dernier. Donc c'est ce qu'on remarque ici. Donc toutes les caractéristiques très importantes qui sont compatibles avec le Crohn ou bien la RCH. Micro-abcès cryptique, distorsion des cryptes, c'était surtout RCH. Perte de la mucosécrétion, c'était RCH. Alors que les autres sont compatibles avec la maladie de Crohn. Donc il est très important de reconnaître les caractéristiques de chacune d'entre elles parce que bien sûr, parfois le diagnostic il est très délicat. Il est difficilement posé. Et donc c'est pour cela, ces petites différences, ces petites nuances peuvent nous faire la différence. C'est ça l'intérêt, c'est ça l'apport de l'anatomie pathologiste. L'anatomie pathologiste a un grand apport dans notre pratique clinique et quotidienne. Donc c'est lui qui permet surtout le diagnostic positif de beaucoup de pathologies. Voilà. Pour faire la différence entre le Crohn, la maladie de Crohn et la tuberculose, donc la maladie de Crohn, c'est une paroi rigide sclérolipomatose, c'est les deux. Les fistules, c'est surtout la maladie de Crohn, mais il y en a au niveau de la tuberculose. Sténose longue, c'est Crohn. Courte, c'est la tuberculose. Ulcération longitudinale transversale, c'est la maladie de Crohn surtout. Les ulcérations aftoïdes, c'est surtout la maladie de Crohn.
Voilà. Donc c'est au niveau des deux. Là, sténose longue, c'est Crohn. Courte, voilà, surtout la tuberculose. Longitudinale. Circonférentielle, par contre, une petite erreur, c'était surtout la tuberculose. Les ulcérations aftoïdes, c'est surtout la maladie de Crohn. Voilà. Donc ça, ces petites finesses sont très importantes pour poser le diagnostic différentiel, pour éliminer le diagnostic différentiel, désolé. Parce que comme on a dit, la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique et la tuberculose sont les colites, ou bien, désolé, les entérocolites, très fréquentes, chroniques. Et donc là, il faut être capable de faire la différence entre ces derniers. Et donc le diagnostic différentiel Crohn, ce n'est pas la tuberculose, même si les deux, ils ont des granulomes, mais la nécrose caséeuse est spécifique de la tuberculose. Il y a aussi quelques caractéristiques des granulomes lors de la tuberculose, notamment des granulomes grands, confluents, en regard des ulcérations, granulomes dans le péritoine, donc dans le cadre d'une tuberculose péritonéale, et le contexte clinique très évocateur. Ça peut être soit dans le cadre d'une tuberculose pulmonaire qui a disséminé, ou bien la consommation de lait non pasteurisé, tuberculose ganglionnaire, etc. Donc c'est pour cela, comme on a dit, que le diagnostic positif de ces lésions, il est fait sur un faisceau d'arguments clinico, biologiques, radiologiques, imagériques, etc. Et finalement histologiques, anatomopathologiques. Et donc voilà. Ensuite, un petit mot concernant voilà, les points comme la yersignose. La yersignose, c'est à peu près la même chose, sauf que elle donne la nécrose purulente, donc il a du pu. Donc atteinte iléale et ganglion, granulome, avec la nécrose suppurée, la yersignose, et la sérologie. Voilà. Donc la yersignose, ce n'est pas comme la maladie de Crohn, regardez ça, c'est du pu, c'est le polynucléaire, alors que la tuberculose, c'est de la nécrose caséeuse. Entre les colites infectieuses, surtout parasitaires, surtout l'amibiase, elles sont associées à voilà, un syndrome rectal ou bien un syndrome dysentérique. Voilà. Sinon, on peut avoir les origines virales, surtout le cytomégalovirus, ou bien un Clostridium difficile, si on post-antibiotique, etc. Donc l'association est possible. Et c'est ça l'intérêt de la coproparasitologie des selles, et qui permet de faire la différence entre toutes ces lésions. Voilà. Examen parasitologie des selles, comme on a dit. Recherche d'agents pathogènes s'il est visible. Voilà. Donc la Mickey est une colite infectieuse. Donc Mickey, l'infiltrate lymphocytaire, vu que c'est chronique, les follicules lymphoïdes, alors que la colite infectieuse, si elle est surtout aiguë, c'est les polynucléaires neutrophiles. Regardez. La distorsion des cryptes, la perte de mucosécrétion, la plasmocytose basale, c'est la Mickey. Ce sont les Mickey. Voilà. Mais bien sûr, dans certains cas, on est incapable de poser le diagnostic, et donc il peut rester indéterminé dans 10% des cas, et donc c'est l'intérêt du suivi. Suivre le patient et voir l'évolution de sa maladie. S'il y a l'apparition d'un nouvel argument, ça peut être suffisant pour poser le diagnostic. Comme on a dit, parce que dans certains cas, le diagnostic est très difficile. Est très difficile, et c'est pour cela, et ce n'est pas seulement l'intérêt du suivi. L'intérêt du suivi, c'est aussi pour dépister et déceler les complications. Surtout les complications aiguës et les complications chroniques. Les complications aiguës, sténose, fistule, hémorragie, perforation. Et les complications chroniques, c'est la dégénérescence, c'est la malignité, c'est le cancer. Les complications à court terme, donc fistule, sténose, mégacolon toxique qui peut se perforer, hémorragie. Donc voilà, ça sur les fistules et sténose, c'est surtout la maladie de Crohn. L'hémorragie et le mégacolon toxique, c'est la RCH. Voilà, le mégacolon toxique qui peut perforer et donner une péritonite stercorale. Une péritonite stercorale qui est très 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 microbienne. Parce que le côlon, il est très riche en bactéries. Et voilà, ça donne des formes graves de péritonite. Une véritable urgence chirurgicale. Les complications à long terme, c'est la dysplasie et le cancer. Le risque, il est l'évolution de plus de 10 ans. Il est surtout au niveau de la RCH. Et le risque, il augmente avec l'étendue et l'ancienneté de la maladie. Et c'est ça l'intérêt du suivi. Et donc voilà, pour résumer, la difficulté diagnostique sur biopsie, c'est pour cela on aura besoin d'un faisceau d'arguments clinico, endoscopico, radiologico, biologico, anatomopathologiques. Donc c'est
Et ça montre l'entraide entre toutes ces spécialités afin d'obtenir la meilleure clinique possible et les meilleurs diagnostics. Et ça montre le rôle fondamental de l'anatomopathologiste aussi. Voilà. Et c'est pour cela, c'est l'intérêt des renseignements cliniques, d'un examen clinique complet et rigoureux, et une coopération entre le pathologiste, le clinicien, le biologiste, etc. Voilà. Donc, le rôle du pathologiste, il est très important. Faire la distinction entre les différentes lésions et le suivi de cette pathologie si elle évolue vers une dysplasie et la dégénérescence. Voilà. Donc on a terminé notre cours d'aujourd'hui. Si vous avez trouvé ce cours utile, n'hésitez pas de laisser un like et un joli commentaire. On se verra bientôt, Inch'Allah. Bon courage pour faire notre dernier cours d'anatomie pathologique, notamment les pathologies colorectales.